quand on me demande généralement qui je suis Herman Labois, journaliste. Je m'arrête là. Non, d'abord une introduction, genre. Ok. Le rond-point. Je suis le premier. Je suis le premier à votre rond-point. Non, Le nom, il est bon. Je suis Herman Labois. Vous me trouvez sur le rond-point. Je suis journaliste. J'ai commencé en 2003. Je suis père de 3 enfants. Voilà. Oh, je dirais persévérance, constance, conviction. C'est en quelques mots, et non pas en 2 phrases, mais c'est ces mots-là qui me... Voilà. Le journaliste, je crois qu'il est passionnant. À la base, je suis pas, je n'ai pas une formation, enfin, je n'ai pas eu une formation de journaliste à la base. J'ai fait un bac scientifique, série D. Après cela, je suis parti à l'université, j'ai fait CBD, chimie, biologie, géologie. J'ai fait 2 ans, j'ai eu mon QS. Après, je suis allé faire une licence de géologie. J'ai fait après une maîtrise de géologie. J'ai fait après un master en hydrogéologie. Je suis venu dans le journalisme, je veux dire par accident. En 2003, alors que j'étais étudiant à l'université, il s'est trouvé que j'étais en résidence universitaire, c'était en période de crise. Il y avait une rébellion 1 an plus tôt qui avait attaqué le pays. Et en 2003, là, il y avait le Premier ministre Seydou Ousmane Diarra qui était le Premier ministre choisi après les négociations, nombreuses négociations, donc à celle de Lomé, je crois Lomé 3, il a été choisi pour être Premier ministre. Il a voulu contresigner un jour les documents officiels de l'État de Côte d'Ivoire avec le président régulièrement élu. Et cela m'a tellement choqué parce que c'était contre l'ordre constitutionnel que j'en ai fait un écrit et j'ai envoyé cela à des organes de presse écrites. Et le lendemain, j'ai vu que tous ils ont publié cette contribution-là, même à la une de certains journaux. Donc, chaque jour, je m'amusais à écrire comme ça sur cette crise, jusqu'à ce qu'un jour, je suis passé à la RTI et un ami qui était en résidence universitaire et moi, qui me connaissait en résidence universitaire surtout, il était en stage en ce moment là-bas, et puis il a dit Herman Labois. Bon, quand il a dit Herman Labois, il était juste à côté d'un monsieur qui semblait être le directeur de l'information au niveau de la RTI première chaîne. Et je lui ai demandé, c'est vous Herman Labois qui écrivez là? Aujourd'hui, c'est vous qui avez fait l'article. Effectivement, ce jour-là, j'avais un article qui était publié par je crois le courrier ou le courrier d'Abidjan. Et puis bon, il m'a demandé la semaine qui suivait de venir pour qu'il me donne, pour que je le voie. Je suis arrivé une semaine après. Et puis il m'a proposé de faire un stage. Je l'ai même averti sur mon parcours, sur mon profil de formation. Il a dit que le journaliste est un métier de carrefour. Et puis bon, j'étais pas j'ai commencé le stage, j'étais pas le dernier dans le stage. Et puis après, ils avaient souhaité prendre de nouvelles personnes pour faire des matinales de l'information dans leur nouveau concept de Matin Bonheur, que Soum Saint-Félix, que je salue, est un aîné qui avait souhaité qu'il y ait des journalistes qui interviennent dans ce format-là. Bon, donc ils ont sélectionné certains journalistes, enfin certains profils. J'étais avec Evelyne Débat et puis 2 autres. Bon, après les essais à l'antenne, ils ont gardé Evelyne Débat et moi. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, plus tard, je suis allé faire un master en journalisme et communication. Mes sources d'inspiration, d'abord, j'aimais regarder les journaux occidentaux, donc les éditions de journaux occidentaux. J'aime regarder les documentaires surtout, les grands reportages, les grands dossiers. Donc, je m'intéressais vraiment à cela. Et puis, sur place ici, on a quand même de grands noms de médias
Il y a des années, Lévi Niamké, il y avait Joseph Diomandé, tous ceux-là qui ont bercé notre enfance. Donc ceux-là, je les prenais pour repère. Et puis je suis place dans la rédaction, on avait des aînés comme Marie-Laure Digbeu, Père Sonam Awa Eora. Il y avait aussi Awa Eora, Marie-Laure Digbeu, et Fernand Dédé, les Ricardo Zama qui vraiment nous coachaient, qui ne perdaient pas le temps à nous rectifier. Et bon, ça m'a permis surtout moi, qui venait dans le métier sans forcément passer par une école de journalisme. Ça m'a permis de maîtriser les techniques et puis en bon autodidacte, j'ai lu beaucoup, j'ai essayé de regarder plein d'autres écrits pour voir en fonction des gens la technique de rédaction et autres. Bon, donc c'est un peu les grands gens qui sont source d'inspiration pour moi, c'est-à-dire que les dossiers, les enquêtes, les reportages, puis les interviews, comment les mener. Voilà. Je dis, comme je l'ai dit, étant très jeune aujourd'hui, on voit des gens plus jeunes que nous commencer l'antenne. Mais c'est vrai qu'au niveau de la RTI, c'était vraiment difficile de passer à l'antenne. Et puis venir faire le journal. Mais c'était un nouveau vent. Je pense que ce qui nous a donné vraiment cette opportunité de voir cela, c'était le matin bonheur. Soum Saint-Félix, c'était quelqu'un qui voulait changer. Aujourd'hui, quand on regarde, je ne sais pas si ce problème continue, quand on regarde Matin Bonheur de départ, il y avait à chaque fois des éditions du journal, il y avait des petits concepts que les journalistes pouvaient intervenir. Moi-même, quand j'ai commencé sur Matin Bonheur, j'ai commencé ce qu'on appelle les rendez-vous de la presse. Je recevais chaque jour au quotidien un responsable d'un journal pour venir parler de la une, discuter. Donc c'était l'idée de Soum Saint-Félix. Donc quand on a commencé le journal, c'était des jeunes qui pouvaient faire les matinées, qui pouvaient se réveiller le matin tôt pour venir à partir de 6 heures faire une première édition et puis toutes les 30 minutes faire des éditions. Donc les aînés, même si peut-être que même s'ils en avaient la volonté, ils ne pouvaient pas venir le faire parce qu'ils avaient déjà des canaux comme les 13 heures et puis l'édition de 20 heures. Donc, ils voulaient des jeunes. Donc, nous, on a eu la chance d'être cooptés pour ça. Mais moi, où je peux dire qu'en termes de présentation, j'ai un peu fait bouger les choses, c'est que avant, quand on veut, il y a une émission à présenter, un débat ou quoi que vous a présenté, on pensait d'abord les doyens. Donc, il y avait des noms, des listes de noms qu'il y avait. Et le jour, c'est pourquoi j'ai sauté sur l'opportunité de présenter Raison d'État qui m'a créé pas mal de problèmes par la suite, mais parce que c'était toujours les aînés et que pour une fois, ils ne voulaient pas faire un programme et qu'on me demande si je peux le faire. Donc je ne pouvais pas laisser ce coup-là passer. J'ai tenté le coup, ça a donné ce que ça peut donner. Aujourd'hui, on m'appelle Monsieur Raison d'État, mais en même temps, ça m'a fait voir des vertes et pas mûres. Mais je lui ai dit que c'est ça, la télé, il faut juste impacter. Aujourd'hui, quand j'entends, je lis les gens, j'entends des jeunes dire que c'est moi qui les ai motivés. Bon, je sais que je n'ai pas fait grand-chose, mais ça participe, ça me donne une certaine fierté. Parce que l'objectif, c'est de faire sa vie, faire son parcours et puis marquer des mémoires. Bon. Je ne sais pas si peut-être que vous étiez encore très jeune, mais on a connu une grande crise en Côte d'Ivoire ici, qu'on appelle la crise post-électorale de 2011. En fait, de 2010, il s'est poursuivi jusqu'à, on peut dire jusqu'à maintenant. Ça fait de 2010 à maintenant, on a fait 13 ans. Moi, comme je vous l'ai dit, pour avoir animé, présenté l'émission Raison d'État qui était un espace télé, un talk show, qui recevait des personnalités pour débattre de la crise, des enjeux et de comment est-ce que c'est géré par les autorités et en même temps avec l'implication avec nos partenaires internationaux. Il se trouve que la thématique
ne plaît pas forcément à tout, n'a pas plu forcément à tout le monde. À la suite de cela, j'ai été arrêté, j'ai fait la prison, j'ai été jugé, acquitté. Malgré l'acquittement 4 ans après, en 2015, j'ai été agressé, enfin vraiment tuméfié mon visage. Donc j'ai décidé d'aller en exil. Je suis reparti à un deuxième exil. Jusqu'en 2011 déjà, j'avais fait un premier exil à Accra. Après, en 2015, je suis parti en exil à nouveau aux États-Unis. Et je suis resté là-bas. Bon, quand on est à l'aventure, on fait toutes sortes de métiers. Donc, j'ai fini là-bas, j'étais enseignant dans les lycées et collèges. Donc, vraiment, je écrivais comme ça, mais je n'étais plus sur les écrans. Donc, voilà, donc j'ai décidé de rentrer, je suis là. Et voilà. L'aîné Hawa Aura, comme je vous l'ai dit tantôt plus haut, c'est une des personnes qui nous coachaient. Parce que vous comprenez bien que à la RTI, c'est souvent c'est sauf qui peut. Mais il n'y a pas dans cet environnement-là un peu difficile, il y a quand même des aînés, des devanciers qui nous assistent, qui nous orientent à ne pas faire. Elle en faisait partie. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai compris. Elle a beaucoup souffert dans cette crise, comme tout le monde d'ailleurs, mais elle un peu plus parce qu'elle avait un état de santé un peu fragile. Donc, c'est une grande perte. Et moi, je dis que l'aîné est parti parce que elle n'a pas pu vivre sa passion. Parce que vous comprenez, aujourd'hui, quand vous avez fait déjà la télé, il y a un virus là, le virus de la télé. Quand vous avez déjà fait la télé, quand vous n'êtes plus à la télé, que c'est de vos faits, vous pouvez gérer. Mais quand on vous enlève brusquement de la télé, je vous assure que ce virus-là va vous ronger jusqu'à peut-être, si vous n'avez pas un mental fort, ça peut, parce que nous, encore, on a connu ces moments où, vous savez, tout à l'heure, vous avez dit, ça fait 12 ans qu'on me voyait plus sur les petits écrans. Vous ne pouvez pas savoir le stress que cela procure, que vous étiez peut-être, comme on dit là, des gens que les autres reconnaissaient, et puis maintenant vous passez anonyme. Pas que vous soyez vraiment anonyme, puisqu'ils parlent de vous, mais c'est pas maintenant pour venir prendre un autographe avec vous. C'est juste qu'on dit, ah, ça c'était le journaliste là, bon maintenant c'est un peu, vous comprenez, ces choses-là, ça détruit. Donc, je pense qu'elle aurait pu reprendre la pente, se retrouver si on lui avait permis de continuer sa passion tranquillement, quoi. Parce que ce qu'elle s'est fait, c'était la télé et elle n'a pas pu le faire, c'est ça qui est dommageable. Bon, moi, ça me fait toujours rire. Je vais raconter un peu comment est-ce qu'on m'a inculpé de ces accusations. Je suis parti faire, parce qu'on avait gelé mes avoirs quand j'étais suite à la crise, on avait gelé mes avoirs. Donc, quand je suis revenu, j'avais repris, mais mes salaires ne passaient pas. Donc, c'est même l'aînée Hawa Aura, parce qu'elle était allée faire le dégel de ses avoirs. Donc, elle m'a dit, mais man, va, il y a telle structure là, c'est là-bas qu'on fait, on nous auditionne un peu et puis on dégèle les avoirs. Donc, je suis allé le faire, c'était la cellule d'enquête spéciale sur la crise post-électorale. Quand je suis parti le premier jour, ils m'ont fait une interview, c'était fini. Après, on m'a dit de faire encore ils sont venus encore me prendre une interview. Ils m'ont dit de revenir le lendemain. Je me suis dit qu'ils allaient m'arrêter. Le lendemain, je suis venu m'arrêter. J'ai fait les 5 mois. Les chefs d'accusation, lorsqu'on est arrivé devant le juge d'instruction, il a juste enlevé un fichier sur son ordinateur parce que j'ai regardé un journaliste, le curé, regardé son écran. Le fichier qu'il a fait sortir, il avait le nom de Sokori Bowie, un garde du pouvoir du régime Laurent Gbagbo. Il était là, Sokori Bowie, et il a juste changé mon nom avec mon état civil sur Herman Labois, journaliste, né tant, il a juste changé. Les mêmes chefs d'accusation qui étaient sur le fichier de M. Sokori Bowie, c'était les mêmes chefs.
constitution de bandes armées, atteinte à la sécurité de l'État, xénophobie, enfin, je crois, plein d'autres. Dans les faits pour lesquels je ne me reconnais pas, je ne me reconnaissais même pas. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils m'ont mis en liberté provisoire, quand on allait au procès 4 ans après, tout naturellement, j'ai été totalement acquitté parce que ces charges-là, ce n'était pas moi. C'est dans le cadre de mon travail que j'ai animé les zones d'État. Il y a une loi en Côte d'Ivoire qui dépénalise les délits de presse. Ça veut dire que c'est dans le cadre de mon travail. Donc, voilà, je savais que la justice allait comprendre que je n'avais rien à voir avec ces chefs d'accusation. Donc, j'ai été acquitté totalement. C'est vrai que ça m'a privé de beaucoup de choses et ça me prive encore de beaucoup de choses, mais ça fait partie de la vie, c'est mon parcours, je l'assume et puis on avance. C'est des ambitions politiques. Moi, j'aime toujours qu'on dise que ce sont des ambitions politiques, mais enfin, ce sont des ambitions politiques. Mais c'est surtout une envie d'apporter une contribution dans le débat parlementaire en Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que c'est là que toutes les nations se structurent, le Parlement. C'est là qu'on discute des lois, c'est là qu'on pense. Voilà. Et je trouve que tel que c'est animé, qu'on voit depuis longtemps, je trouve que c'est un peu... c'est pas chaud, c'est pas vivant. On voit pas vraiment, on dirait que les gens viennent voter des lois dont avec sur instruction, ouais, on vote. Il n'y a pas de discussion véritablement. C'est pourquoi j'apprécie la démarche du député indépendant, un autre confrère, Assalé Tumoko. C'est comme ça qu'il faut. Un député, il doit pouvoir apporter. Donc, vraiment, c'est ce qui m'a motivé à me présenter. Mais le contexte, on le sait comment il est. J'ai été candidat malheureux. Mais, comme vous l'avez dit, si c'est une ambition que je ne pense pas politique, mais cette ambition-là, de devenir député un jour de la nation et puis apporter ma contribution, ça m'anime toujours et je pense qu'à la prochaine échéance concernant les législatives en Côte d'Ivoire, je vais encore tenter ma chance parce qu'il ne s'agit pas de couleur politique, mais c'est couleur d'appartenance à un parti politique, mais c'est surtout une volonté de porter la voix véritable des populations pour que leur quotidien s'améliore. Et ça, c'est à l'Assemblée nationale qu'on le fait. Même à l'occasion des municipales, il y a certains qui ont voulu que je sois candidat. Je leur ai dit non, moi, mon objectif, c'est pas d'être maire, gérer une administration. Non, ce que je sais faire, c'est d'apporter des idées, de rédiger, donc faire mes propositions en termes de loi. Et là-dessus, je me prépare encore à nouveau. J'espère que cette fois-ci, les populations vont me donner leur suffrage, m'accorder leur suffrage. Est-ce que par rapport à continuer, est-ce que ça veut dire une déclaration officielle pour la prochaine fois que c'est encore candidat? Oui, la prochaine fois, je serai encore candidat. Je serai encore candidat avec ma même trame, mes mêmes idées, et puis avec des propositions, des projets de proposition de loi véritablement. Voilà. Mon actualité, je donne des cours souvent à mes temps perdus dans les universités pour aider les jeunes générations. Et voilà, actuellement je suis, je peux dire, chroniqueur sur le TOC à Live TV et j'espère que l'aventure va continuer. Voilà, je m'occupe beaucoup, je prends du temps avec mes enfants surtout. Voilà, ils sont comme les deux qui sont avec moi actuellement sont comme mes amis, mais voilà, donc c'est tellement bien de prendre son temps. Peut-être avant, je n'avais pas forcément tout ce temps-là, et puis le long de mon exil, j'ai manqué ces moments-là, donc je profite bien avec mes filles. Ils n'ont qu'à le faire avec passion. Le journalisme, on ne vient pas parce qu'on veut être riche. Ça peut nous ouvrir des portes pour être riche, mais on ne vient pas parce qu'on a l'objectif d'être riche. On y vient par passion. Par passion. J'insiste sur le mot passion parce que si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas flairer de grands coups. Si vous avez pu voyager pour prendre la route de l'Ouest,
arrivé au niveau de Lakota, le carrefour Lakota. Vous regardez le monument qui est là, c'est le monument de Louga François, de l'artiste Louga François. Mais si je vous donne l'histoire de comment est-ce que ce monument est érigé, c'est une de mes fiertés. Parce que je revenais d'une mission à Gagnoa, et puis j'ai vu que les cas là, c'était vraiment, sa tombe était là, vraiment dans la broussaille, tout ça. Vraiment, tout le monde jetait de la poubelle là, c'était au carrefour. Et puis ça m'a tellement touché que j'ai décidé de marquer une pause avec mon équipe pour faire un reportage là-dessus. Donc quand je faisais le reportage, je posais des questions, je faisais des plans. Après, on est parti dans son village. Les gens ont refusé de nous prendre parce qu'ils disent que c'est pas la première fois que les gens viennent les voir pour faire un reportage sur, comment on appelle ça, sur Louga François pour aider sa tombe. J'ai dit non, laissez pour moi la classe, ça ne va rien donner, vous allez voir. Quand je suis venu, j'ai diffusé ça, j'appelais ça 10 ans après la tombe de Louga, 10 ans après. Quand ça a été diffusé, mais ça a tellement impacté que les organisations comme le port autonome de San Pedro, MTN, ont décidé de refaire la tombe. Le jour là, je partais en mission à l'extérieur, je ne pouvais pas être là. Ils m'ont donné 1 million de francs CFA, mais je ne cherchais pas l'argent. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné ça, le Burida, tout cela, à saluer cela, parce qu'aujourd'hui, quand on va, son monument est là, on parle de Louga, mais Herman Laboa a contribué à ce que ça soit érigé. Donc c'est comme ça qu'un journaliste impacte en flairant de grands coups, et puis voilà, en impactant, il faut apporter le changement. Si tu fais quelque chose que tu sais que ça ne peut pas changer la vie des gens, mais n'essaie pas. Parce qu'on ne fait pas pour... Pourquoi, quand je vois les jeunes maintenant, ils sont portés beaucoup plus sur ce que j'appelle les comptes rendus. C'est pas ce qu'on appelle ça reportage, mais c'est les comptes rendus. Aller faire un séminaire, suivre un séminaire, mais quand tu tires l'idée centrale du séminaire, comment est-ce que tu fais en sorte qu'il ressorte l'impact dans la population des gens? C'est ça le plus important. Et non pas les symposiums où les gens restent dans seulement la salle. Ça peut être un prétexte, ça peut être un élément de ton reportage, mais ça ne peut pas constituer ton reportage. Voilà. Donc c'est un peu dire aux jeunes d'être passionnés, voilà.